Alors bonjour à toutes et à tous. L'APM a proposé aujourd'hui de vous parler de coopération et m'a donné une carte blanche. Et j'ai donc décidé d'utiliser cette carte blanche pour tisser des liens entre la coopération et la question du climat. Alors tout d'abord, je pense qu'il ne nous a pas échappé que notre planète se réchauffe, mais je voulais vous rappeler 3 chiffres que nous a partagé Aurélien Barraud en mai dernier sur France Inter. La moitié des insectes ont disparu en une décennie, la moitié des mammifères en quelques décennies, et chaque année, 800 000 personnes en Europe décèdent de la pollution. L'effondrement du vivant est une réalité factuelle, indéniable. Alors, face à cet enjeu, une étude extrêmement intéressante de Carbone 4 qui s'appelle Faire sa part a montré qu'il fallait diminuer de 80% nos émissions de CO2. Je pense que vous ne l'ignorez pas, en France, il faut qu'on passe d'à peu près de 11 tonnes de CO2 par an et par personne à 2 tonnes de CO2 par an et par personne. Ce que dit l'étude, c'est que 25% de ce trajet, il peut être fait par les individus, par les citoyens, s'ils ont des comportements exemplaires. Et 25%, c'est le grand maximum. Des comportements exemplaires, c'est arrêter de manger de la viande, de prendre l'avion, d'arrêter de prendre la voiture. Donc, ce que dit l'étude, c'est que 75% de cette réduction de 80% des émissions de CO2 dont on a besoin pour respecter les accords de Paris, eh bien, ça vient de notre modèle socio-économique, c'est-à-dire l'État et les entreprises. Alors vous, en tant que dirigeante et dirigeant d'entreprise, qu'est-ce que vous pouvez faire à votre niveau? Qu'est-ce que peuvent faire les entreprises? Tout d'abord, mettre en place des politiques RSE. Mais les politiques RSE, elles sont surtout là pour limiter les impacts, quelque part, des activités des entreprises. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. On peut aussi sensibiliser nos salariés, mais ça revient quelque part à regarder les 25%. Les citoyens, on peut faire changer leur comportement, mais ça ne résout pas les 75% autres. Et donc, l'enjeu aujourd'hui pour le climat, c'est que les entreprises fassent évoluer leurs activités. Alors, vous allez vous dire, c'est assez simple à dire. Pour moi, par exemple, je suis dirigeant d'une entreprise de conseil. Pour moi, essayer de réduire l'empreinte carbone de mon entreprise, c'est principalement améliorer les processus et arrêter de prendre l'avion et prendre un peu moins la voiture. Mais pour des entreprises qui travaillent dans l'oil and gas, dans l'industrie automobile ou peut-être l'industrie aéronautique, il s'agit de faire évoluer des activités en entier, voire même renoncer à des activités qui génèrent des milliards de chiffres d'affaires, des dizaines, des centaines de milliers d'emplois. Donc la marche est gigantesque et la prime au bon élève est toute maigre. Alors, en quoi la coopération peut nous aider face à cet enjeu pour les entreprises? Alors déjà, définissons la coopération. La coopération, c'est un processus qui se caractérise par la tendance d'un groupe à rester unis, liés dans l'objectif d'atteinte commun. On va l'opposer un peu à la coordination. La coordination, dans nos organisations très pyramidales, elle est plutôt centrée sur les résultats et sur un management directif. Là où la coopération qu'on vient rechercher, elle regarde plutôt la mobilisation du groupe et des individus pour créer des résultats. La coordination, par exemple, dans Le Seigneur des Anneaux, c'est plutôt l'armée de Sauron. Et la coopération, c'est plutôt la communauté de l'anneau. Pardonnez-moi cet exemple un peu caricatural, mais qui marque bien quand même la différence entre coordination et coopération. La coordination, on l'impose, là où la coopération, on essaye de la cultiver. Alors peut-être avant de répondre à la question de en quoi la coopération peut nous aider sur la transition écologique, un dernier point, c'est que dans notre société assez libérale, on a plutôt tendance à penser, une pensée assez forte, que seule la concurrence permet de créer de l'innovation et de la valeur. Eh bien, deux chercheurs que sont Chappell et Servigne, dans leur livre « L'entraide, l'autre loi de la jungle », nous montrent que la coopération, l'altruisme, la bonté permettent aussi de créer de l'innovation, et c'est ce qui a caractérisé l'humanité depuis des millénaires, et dans sa capacité aussi à créer du progrès. Donc, je vais essayer de vous le montrer, la coopération peut créer de la valeur et peut créer de l'innovation. J'aimerais vous raconter 3 histoires pour justement lier coopération et lutte contre les dérèglements climatiques.
Première histoire, c'est l'histoire de Michelin. Au sein de Michelin, il y a une entreprise, il y a un petit collectif d'une vingtaine de personnes qui s'est réuni il y a 3 ans maintenant et qui s'est nommé One Planet. C'était des personnes qui étaient extrêmement motivées par la question climatique et qui avaient envie de réaligner leur engagement personnel avec ceux de l'entreprise, en se battant en interne dans leur entreprise. 3 ans plus tard, c'est plus de 750 personnes qui, au sein de ce collectif One Planet, essayent de faire des actions très concrètes. Ils ont organisé des fresques pour le climat dans leur entreprise, des ateliers sur la neutralité carbone, des ateliers pour passer au crible les activités de Michelin au regard des limites planétaires, ou encore organiser une semaine pour le développement durable. Ils s'auto-organisent dans des logiques coopératives, ils co-décident ensemble et la direction laisse faire. Dans vos entreprises, il y a des talents qui ont à cœur la question climatique. Il suffit de leur donner un espace, de leur donner de la confiance, un cadre pour qu'ils puissent travailler dessus. La coopération pour créer des communautés internes, pour se mobiliser contre le dérèglement climatique. Deuxième exemple, j'aimerais vous citer un exemple dans un autre secteur. Dans le secteur des cosmétiques, on a 12 entreprises qui, en 2022, ont décidé de travailler ensemble. Parmi celles-là, on peut retrouver LVMH, Chanel, donc quand même des gros noms, qui travaillent ensemble avec la FEBA, qui est la Fédération des acteurs de la beauté, pour un programme de recherche et développement pour innover sur leur packaging et créer des packagings en fibre de cellulose. C'est important parce que la fibre de cellulose, elle est globalement plus biodégradable, beaucoup plus facile à traiter pour, on va dire beaucoup moins d'empreinte carbone. Et donc, en fait, aujourd'hui, les déchets plastiques dans le monde, 5% de ces déchets, c'est l'industrie cosmétique. Donc, ce n'est pas rien. Et en plus, quand on sait qu'une partie de ces déchets finissent dans nos océans. Ce consortium, quelque part de 12 entreprises avec la FEBA, innove dans ce programme de recherche et développement. Ça donne beaucoup de moyens parce que si les entreprises l'avaient fait toutes seules, déjà, seules les grandes auraient pu le faire, les petites n'auraient pas pu le faire et ça serait sans doute allé moins vite. Le fait de coopérer entre acteurs d'un même écosystème permet de changer la donne de manière extrêmement concrète. La coopération dans des logiques d'innovation ouverte permettent d'accélérer ces transitions écologiques. Troisième exemple, j'aimerais vous parler de Julia Ford. Peut-être que vous connaissez. Julia Ford, c'est une entrepreneure qui a créé une marque qui s'appelle Loom. Loom, c'est des vêtements qui durent plus longtemps et abîment moins l'environnement. Loom, c'est une dizaine de personnes, 2 millions de chiffres d'affaires. Face à elle, dans le secteur du prêt-à-porter, du textile, elle a des entreprises comme H&M, Zara. Vous prenez H&M et Zara, c'est 44 milliards de dollars, 340 000 employés. Elle, c'est 2 millions de chiffres d'affaires, 10 employés. Comment peut-elle se battre avec son entreprise Loom pour essayer de changer les règles dans ce secteur du prêt-à-porter et du textile? Parce que l'enjeu, c'est de moins consommer dans le textile, c'est de réutiliser et puis réindustrialiser la France. Comment peut-elle faire? Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait appel à des acteurs autour d'elle, des usines, des revendeurs, des professionnels, des chercheurs. Et elle les a réunis dans un collectif qui s'appelle En Mode Climat. Vous apprécierez le jeu de mots. En Mode Climat, et dans laquelle plus de 580 acteurs se sont réunis pour faire plaidoyer commun. Plaidoyer commun pour essayer d'aller convaincre des ministres, d'aller convaincre des députés qu'il faut réguler tout le secteur du prêt-à-porter et du textile. La coopération pour porter un message commun et faire en sorte qu'un secteur entier évolue, parce qu'une fois de plus, la prime au bon élève, au premier, à la vertu, est très maigre. Voilà 3 exemples de coopération en interne avec des salariés ou en externe avec des partenaires, des clients, des fournisseurs, pour essayer de sensibiliser sur la question climatique, inventer de nouveaux produits ou services qui vont dans le bon sens et ou porter un plaidoyer commun. Alors maintenant, comment coopérer? On le voit, ce n'est pas forcément simple de coopérer. Moi, je voulais vous partager 3 ingrédients. Un mythe commun, de la réciprocité et de la communication. On a besoin d'un mythe commun, c'est-à-dire de partager des valeurs communes et une vision commune. Ce qu'on voit, c'est que par exemple dans l'exemple de One Planet chez Michelin, on a là un groupe de personnes, jusqu'à 750 personnes, qui partagent des valeurs extrêmement fortes, une vision commune. Et c'est ça qui l'emporte et qui crée les conditions, quelque part, qu'il y ait des logiques de don pour don. C'est le deuxième ingrédient, la réciprocité. C'est qu'on retrouve finalement des objectifs communs, un destin commun, qui permettent de s'opérer des logiques de don pour don, c'est-à-dire je donne
un autre reçoit, mais peut redonner dans une communauté, à un autre endroit. Et c'est dans une logique vertueuse, du coup, que tout le monde s'engage. Et la troisième chose, c'est la communication. C'est de créer les conditions, d'avoir des compétences relationnelles fortes, et puis d'avoir de la communication plus directe, sans passer par des managers ou des coordinateurs au sein de nos organisations. Voilà 3 ingrédients, mais pour qu'ils existent dans une organisation, il faut aussi que l'environnement même de cette entreprise évolue. Et ce qui est face à nous, c'est un changement de paradigme profond. Nos entreprises doivent passer d'un modèle assez pyramidal à un modèle d'organisation plus distribué et responsabilisant. On doit passer d'organisation dans laquelle on a des managers qui ont l'information, qui commandent et qui contrôlent que c'est bien fait, à des managers plutôt dans lesquels on doit partager l'information, mettre dans une position de décision ses équipes et soutenir, coacher ces équipes dans la mise en œuvre de ces actions. On doit passer de décisions qui sont extrêmement centralisées à des décisions qui sont plutôt distribuées. On doit passer d'une logique de contrôle à une logique plutôt de transparence et de confiance dans nos organisations. Et ce changement, il est bien évidemment complexe, mais il est aussi nécessaire pour que de la coopération existe en interne dans l'entreprise, mais aussi en externe dans l'entreprise. Je vous parle de coopération aujourd'hui parce que l'enjeu du climat et l'imminence de crise sociale nous obligent à penser différemment pour faire face à ces enjeux-là. J'espère que ça vous aura donné envie d'oser la coopération en interne autant que dans votre écosystème. Je m'appelle Martin Verlaine, je suis expert au sein de l'APM. Je suis aussi cofondateur d'une coopérative de conseil, une SIC, qui travaille sur la transformation des organisations. Et puis je suis le créateur d'un podcast qui s'appelle Maintenant ou Maintenant, qui vient juste de sortir, sur la capacité des entreprises à se transformer face au dérèglement climatique. Merci de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a donné envie d'oser la coopération. À bientôt.